Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles, où on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse en fait des cartes de Ravnica Allegiance pour le Duel Commander. L'idée est toute bête, je regarde un certain nombre de cartes qui sont sorties, j'essaie de les prendre en compte toutes celles qui seraient potentiellement intéressantes pour le format, puis je vais justement discuter de dans quel deck est-ce qu'elle serait intéressante, pourquoi, etc. Et on va commencer immédiatement avec Prowling Caracal, qui est pour un incolore, un blanc, une 3-1, chat. Et du coup, tout simplement, Arabo veut à peu près tous les bons chats à 1 ou 2 mana. Après, à plus de 2 mana, ça devient compliqué, vu qu'on va peut-être plus vouloir jouer des Hate Bears, en fait, des créatures qui ont des capacités pour contraindre notre adversaire, pour gagner les différents combats contre des créatures ou contre des sorts, contre des colères de dieu, ou un certain nombre de sorts de disruption, de protection, etc. Mais en tout cas, il nous faut une base solide de petits chats pas chers qu'on va pouvoir booster avec le général. Sinon, une 3-1 sans capacité pour 2, ça n'a d'intérêt dans aucun autre deck, bien sûr. Ensuite, on aura le Percepteur de Dîmes, qui est pour un incolore, un blanc, une 2-1. Pendant notre tour, tous les sorts que nos adversaires lancent coûtent un de plus à lancer, et les capacités que nos adversaires activent coûtent un de plus à activer, à moins que ce soit des capacités de mana. Et il a l'au-delà 1, c'est-à-dire que quand il meurt, on met un jeton 1 blanc, noir et esprit avec le vol. Et donc typiquement, c'est un Hate Bears, justement, c'est une petite créature qui va imposer des contraintes à l'adversaire, qui va peut-être diminuer les surprises qu'on peut se prendre pendant son propre tour, qui va revenir d'un anti-bet ou d'une colère de dieu. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est le vol ici, qui permet de passer au-delà d'un certain nombre de bloqueurs dans des match-ups aggro, ou un certain nombre de généraux que notre adversaire pourrait vouloir poser après avoir fait sa colère de dieu. Donc là, c'est assez intéressant. Là où c'est pas ouf, c'est dans un jeu aggro qui aurait 2 en CCM pour le général, où là, du coup, ce sera en conflit avec le général. Donc je pense par exemple à si Talia est votre général, Percepteur de Dîmes n'est peut-être pas le meilleur choix. Par contre dans Isamaru, c'est probablement assez intéressant, vu que en fait, le Percepteur va directement venir se curver à 2 et vous permettre en fait de jouer général plus le Percepteur, ce qui veut dire que, imaginons là vous prenez un Slackstorm, vous faisiez raser votre board, vous avez perdu votre général, qui est toujours en command zone, et vous avez remplacé votre 2-1 par une 1 blanche et noir esprit. Donc vous n'avez pas perdu de temps que ça, ce qui est assez intéressant en fait dans un match-up contrôle. En ce moment, Isamaru est plus joué que Kitéon, et c'est une raison très simple en fait, c'est que les elfes à mana sont très joués. Et en fait, imaginons je joue contre Trazostimna, je fais tour 1 Kitéon, tour 2 j'ai envie d'attaquer, mais mon adversaire a joué un elfe, et mon adversaire va faire un plaisir d'en parler son elfe en fait, parce qu'il sait que sur la durée c'est lui qui a l'avantage. Donc il a tout intérêt à trouver des petits moyens comme ça de faire des trades 1 pour 1, parce que à terme, moi je vais m'épuiser avec mon deck mono blanc, et lui il va pas s'épuiser parce qu'il a 2 généraux qui font du CA, il a 4 couleurs, il a un milliard de trucs pour revenir. Ensuite, Precognitive Perception, c'est pour 3 incolores et 2 bleus, un éphémère qui permet de piocher 3 cartes, donc comme Jace Ingenuity. Mais là il a l'Abendum, donc la capacité d'Azorius, qui dit que si je l'ai joué pendant ma phase principale, à la place je commence par faire regard 3, puis piocher 3 cartes. Et là j'ai mis Teferi, et en fait au tournoi de décembre j'ai régulièrement fait des Glimmer of Genius qui étaient vraiment formidables. Glimmer of Genius c'est pour 3 incolores, 1 bleu pardon, en éphémère on regarde 2 puis on pioche 2 cartes, et ça permet virtuellement de voir 4 cartes. Et vu qu'on sait généralement ce qu'on cherche dans un jeu comme Teferi ou Baral, on peut vraiment, le regard est vraiment très intéressant. Et si on a le choix entre Draw 3 ou Regard 2 puis Draw 2, au final, souvent on préfère le Regard 2 puis Draw 2, qui nous permet de creuser plus loin, de plus facilement trouver notre combo. Et une carte en plus, c'est important. Et là, du coup, Precognitive Perception, faut voir parce que c'est un petit peu cher, mais c'est vraiment pas inintéressant parce qu'il y a un mode safe où pendant le tour adverse on pioche 3 cartes, et un mode plus où on creuse si on sait qu'on peut se permettre de creuser, qui nous permettra de voir 6 cartes. Et ça peut permettre de se débloquer dans un certain nombre de situations. Après, tout ce qui force à jouer en rituel en fait est assez compliqué parce que on court le risque en fait de se prendre un petit peu n'importe quoi en face, un Tangle Wire, une Winter Orb, un Armageddon, voilà, des trucs horribles quoi. Donc faut toujours faire gaffe là-dessus, mais ça pourrait avoir le coup de se tester dans Teferi. Ensuite on a le Pteramander qui est pour 1 bleu, une 1 vol, et qui a l'adaptation pour 7 incolores 1 bleu, donc adaptation 4, c'est-à-dire que si elle n'a pas encore de marqueur +1/+1, on peut payer le coût d'adaptation et lui en mettre 4. Et en fait, là où c'est assez intéressant, c'est que cette capacité coûte 1 de moins à jouer pour chaque sort d'éphémère ou de rituel dans notre cimetière.
Et un jeu dans lequel typiquement on veut ce genre de carte là, c'est Yuriko. En fait, Yuriko joue déjà un bon nombre de petites créatures à 1 qui sont imbloquables pour arriver à mettre son général en jeu dès le tour 2, engagé non bloqué. Et on en a en fait, c'est des 1 vol pour 1 qui n'ont pas de capacité. Donc une 1 vol pour 1 avec une capacité, c'est déjà meilleur. Et là en plus, en fait dans Yuriko, on joue un certain nombre de bonus, d'anti-bet, de contre. Ce qui veut dire que on va assez rapidement au final mettre en fait un coût d'adaptation qui va coûter peut-être 3 de moins, 4 de moins, 5 de moins. Donc au final il sera assez abordable. Mine de rien, si on commence à avoir genre 4 éphémères au cimetière et qu'on paye 4 pour filer plus 4 au Pteramander, ça peut arriver comme choix, c'est pas inintéressant. Ensuite il y a 2 cartes en rouge où j'ai eu un peu plus de mal à trouver où est-ce qu'elles pouvaient aller. Le premier c'est Rix Mahadi Reveler pour un incolore, un rouge, une 2-2. Quand elle arrive en jeu, on se dépose d'une carte puis on pioche d'une carte, pardon. Et en fait on peut la jouer pour son coup de spectacle si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Dans ce cas-là elle coûte 2 incolores, un noir, un rouge, mais à la place de se défausser d'une carte puis piocher d'une carte, on se défausse de notre main puis on pioche 3 cartes. Donc c'est typiquement une carte qui permet de... soit c'est juste une créature à jouer autour d'eux et je défausse une carte qui serait pas ouf dans le match-up et j'en pioche une autre à la place. Soit je peux la jouer un peu plus tard en fait et me refaire une main. Le Smeltward Ignus ensuite c'est pour un incolore, un rouge, une 2-1 et pour 3 je peux le sacrifier pour faire une menace en fait sur une créature qui a 3 de force ou moins. Donc c'est à dire que je prends le contrôle d'une créature qui a 3 de force ou moins, je la dégage, elle a la célérité et je peux faire ça qu'à tout moment où je pourrais faire un rituel. Donc encore une fois c'est une petite créature qui est en soi elle est pas ouf, mais un petit effet qui peut être complémentaire et qui est assez intéressant. Le souci c'est que si vous regardez Karizev, on a, en fait, le général est déjà un drop 2 et est déjà bien meilleur. Saskia, il y a accès à 4 couleurs, donc il y a infiniment de cartes bien meilleures que ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu qui peuvent vraiment jouer ça et être potes en fait avec. Et là où c'est assez intéressant en fait, c'est que c'est 2 cartes qui vont mettre des cartes au cimetière. La première, vous pouvez défausser votre main pour piocher des cartes, la seconde se sacrifie. Ce qui veut dire qu'il y a 2 agros un peu moins joués qui vont en profiter, c'est Grenzo et Alecha en fait. Vous pouvez en voir, il y en a quelques-uns qui jouent Grenzo ou Alecha sur MTG Top 8. Et voilà, c'est des jeux agressifs qui profitent typiquement, Grenzo il profite de tout ce qui a 2 de force ou moins. Et donc les 2 conviennent en fait et vont lui permettre d'entrer dans son plan de jeu en fait tout simplement. Et Alecha carrément elle aime les créatures qui ont 2 de force ou moins et si possible qu'elle peut mettre au cimetière ou qui met des trucs au cimetière ou qu'elle peut ramener ou des trucs du genre. Les 2 du coup vont bien avec ça en fait. Il y en a un qui va lui défausser sa main, lui mettre plein de ressources au cimetière à réanimer. L'autre il peut se sacrifier pour virer un bloqueur, attaquer avec. Et en fait potentiellement on peut se retrouver à plusieurs tours d'affilée en fait, dire bah tiens là, je prends ton général, j'attaque avec, sur ma phase d'attaque je paye 2, je ramène mon Smeltward et du coup je vais recommencer au prochain tour. Donc c'est pas forcément inintéressant, je pense que ça se testera dans les 2. Ensuite on a Low-Mage's Binding et Warrant Warden que je traite un petit peu pareil ici. Low-Mage's Binding c'est un enchantement aura pour un incolore, un blanc, un bleu qui a le flash. Et c'est une arrestation avec le flash en fait, c'est à dire que la créature enchantée ne peut pas attaquer, pas bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être jouées. Et Warrant Warden, il y a 2 choix du coup. Le premier c'est Warrant avec, on paye de l'hybride Azorius, 2 hybrides Azorius. Et il permet de mettre la créature attaquante ou bloqueuse ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Et Warden, c'est pour 3 incolores, un blanc, un bleu. Je crée un jeton Sphinx 4/4 vol vigilance. Et en fait là où c'est assez intéressant c'est que en Azorius, il y a Azorius Control en l'occurrence, donc Grand Arbitre ou Ojutai typiquement, on manque vraiment de bons anti-bêtes et surtout d'anti-bêtes éphémères. C'est vraiment un truc où on se retrouve à jouer Oost, Sunlance et des petits trucs comme ça pour essayer de rattraper le fait qu'on n'a pas grand chose niveau anti-bêtes et qu'en ce moment les anti-bêtes sont vraiment très forts parce qu'il y a énormément de bêtes qui sont jouées. Du coup avoir des anti-bêtes en plus c'est pas inintéressant. Après ils sont pas fous hein, je vais pas vous le cacher, mais peut-être que en fait on est tellement à la rue que ça vaut le coup de se tester. Voilà, et il faut voir que Warrant Warden dans Grand Arbitre par exemple c'est soit je tue une bête pour 2, soit je mets un Sphinx pour 3 potentiellement, ce qui est pas nul on va dire, mais voilà, aucune des 2 cartes n'est vraiment folle. Ensuite le Deputy of Detention, c'est une Detention Sphere avec le même coup, mais c'est une créature 1-3. Donc pour un incolore, un blanc, un bleu,
C'est une 1-3 Vedaken Wizard et quand il arrive en jeu, j'exile le permanent non terrain ciblé et tous les permanents qui ont le même nom. Donc s'il y a, voilà, s'il y a 8 jetons Saprobion, j'exile les 8. Le souci en fait c'est qu'est-ce qui peut jouer ça, et c'est une bête en fait donc c'est fragile. On joue déjà plus les Oblivion Ring et les Detention Sphere dans le format pratiquement. Donc je vois pas trop de decks qui soient vraiment à fond pour jouer ça. Notamment parce que la comparaison en fait avec Mage Réflecteur est pas folle. C'est-à-dire que Mage Réflecteur en fait je la gère et en fait si je bounce mon Mage Réflecteur je vais pouvoir refaire son effet. Alors que là je bounce le Deputy of Detention, je rends la créature puis je la reprends. Donc c'est pas fou quoi. Donc là c'est là où Mage Réflecteur est assez intéressant dans Brago ou dans Aminatou qui vont permettre de le blinker, de hop il s'en va, il revient, il refait son effet et c'est chiant à tous les tours. Voilà, Deputy of Detention je suis pas forcément sûr. Ensuite, Domri Chaosbringer, j'ai mis que celui-là parmi les arpenteurs et déjà c'est beaucoup, c'est-à-dire que je trouve que les arpenteurs dans cette extension sont mauvais pour le duel commander. Donc là, Domri, il a 5 marqueurs loyauté de base et il fait +1, il ajoute un mana et on peut le dépenser pour des créatures uniquement, mais cette créature gagne Riot. En fait, potentiellement, ça veut dire qu'il peut arriver et avoir 6 marqueurs, c'est ça qui est peut-être pas moche en fait. Mais le problème c'est qu'il arrive et il fait rien en fait. Enfin, le +1 va pas être utile si vous avez déjà dépensé 4 généralement. Ensuite le -3 c'est, je regarde mon top 4, je peux révéler jusqu'à 2 créatures et les mettre dans ma main. Et le reste je le mets en dessous. Donc ça c'est assez cool, mais en fait ça veut dire que Domri passe immédiatement à 2 marqueurs loyauté, donc il est à la portée d'une foudre. Et ça dans le format c'est pas ouf. Parce qu'il y en a, il y a énormément d'anti-bêtes rouges qui sont joués en fait de Blast. Et mettre directement notre Planeswalker à portée, c'est un peu triste. Après bon, s'il a récupéré 2 créatures, ça fait quand même du +2, hein, mais voilà, faut faire gaffe. Ce qui veut dire qu'on pourrait se retrouver à vouloir faire +1 avant de commencer à faire un +3, enfin un -3. Et du coup c'est vite fait fatigué. Donc voilà, je suis pas convaincu par Domri, mais bon, on sait jamais. La deuxième capacité fait du CA, la première fait un petit peu de tempo, célérité, etc. Donc qui sait, peut-être dans un radar ou un truc du genre, ça pourrait se tester. Le -8, c'est on gagne un emblème qui dit qu'au début de chacune de nos étapes de fin, on crée une 4/4 rouge et verte bête avec le piétinement. Et voilà, si on arrive à mettre une situation de jeu où on arrive à le faire monter, ça pourrait arriver, c'est pas non plus déconnant. Ensuite, grosse spiral, c'est explore mais en éphémère. C'est-à-dire que pour un vert, un bleu, un éphémère où on pioche une carte puis on met un terrain de notre jeu, de notre main en jeu, pardon. Faut voir que Explore on le joue dans à peu près rien, c'est-à-dire que même dans Lord Windgrace, dans Gitrog, etc., on ne joue pas Explore généralement. Donc directement on peut se dire waouh, c'est pas fou en fait. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un éphémère. Ce qui veut dire que, en fait, par exemple, un jeu contrôle qui serait à base de bleu-vert pourrait se dire, bah moi c'est intéressant pour moi d'avoir un country qui permet de poser un land en plus et d'essayer de revenir au tempo. Contre tous les jeux aggro, etc. du format, passer sur un land de plus, c'est assez intéressant. Et autant Explore, Rampant Gross, etc. Ou Nature's Lore, c'est compliqué en fait de les jouer parce que il me faut du temps en fait avant de pouvoir les jouer eux et contrer. Alors que là, Grosse Spiral en fait, ne m'engage pas. Je peux en fait passer le tour, voir ce que mon adversaire fait, et s'il fait rien qui nécessite d'être contré ou tué, ben là je fais ma grosse spiral. Et du coup je pioche une carte, je pose mon terrain, j'ai pas pris de risque. Donc ça c'est pas inintéressant. Une autre situation où ça pourrait être intéressant, c'est dans Tatiova, qui profite bien sûr de jouer des terrains. Donc Tatiova, pour rappel, c'est pour 3 incolores, un bleu, un vert, une 2-2 ou 3-3. Je crois 3-3. Et à chaque fois qu'on joue un terrain, en fait on landfall. Donc à chaque fois qu'on joue un terrain, on active sa capacité qui est qu'on pioche une carte et on gagne un point de vie. Donc là, tout ce qui permet de jouer des landes en plus, c'est assez intéressant. Donc voilà, je pense que Tatiova, ça peut peut-être valoir le coup. Et sinon, ce serait des bleus-verts X contrôle. Donc typiquement Surak, la version bleu-rouge-vert. Ou un Trazios Chrome par exemple. Pareil en bleu-rouge-vert. Ensuite... Prime Speaker Vanifar, c'est une tuerie en barre. Quand je l'ai vu révéler, j'ai dit à un pote, ça pour moi ça passe pas l'été. Pour moi c'est plus fort que sur l'enchanteur, c'est vraiment d'une violence pure. Donc qu'est-ce que ça fait? Pour 2 incolores, un vert, un bleu, c'est une 2-4. Et quand on l'engage, on fait l'effet de Bursting Pulse, c'est-à-dire qu'on sacrifie une créature et on va chercher une créature qui coûte un de plus dans notre deck qu'on met en jeu.
Et en fait, à partir du moment où notre adversaire nous laisse dégager avec Vannifar en jeu, alors déjà il y a des gens qui ont trouvé des chaînes qui font one ton kill en fait, donc je mets par exemple le post du New Trader sur Magicville, mais voilà, il y a plein de discussions sur Magicville avec du coup des gens qui sont en train de chercher des manières de jouer ce général qui permettent de tuer des qu'on dégage. Et même si on fait pas que ça, en fait, rien qu'une carte comme Woodland Bellower par exemple, c'est pour 4 incolores, 2 verts, une 6-5, et quand elle arrive en jeu, on va chercher une créature verte qui coûte 3 au moins dans notre jeu, et on la met en jeu. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut monter jusqu'au Woodland, il arrive, il va chercher une créature verte à 3 au moins qui dégage Vannifar, et on recommence. Et en fait, entre Woodland et les différents clones, on peut se retrouver avec plusieurs Woodland en jeu en fait, rien que sur ce tour là. Puis après, aller chercher peut-être de la protection ou un truc du genre quoi. Et du coup, même si pour une raison ou une autre, on partirait pas sur un one shot parce qu'on se dit oui, ça fait jouer trop de mauvaises cartes, ou on a des cartes de la combo en main donc ça marche pas ou quoi que ce soit. En fait, on peut juste dégager et se retrouver avec une 2-4, 3-6-5, de la protection, etc. Et l'adversaire ne reviendra jamais en fait. Donc c'est d'une puissance juste hyper violente, ça prend pas bolt, enfin c'est... pour moi c'est d'une violence pure, et il y a vraiment la question qui se pose, qui est soit vous avez les moyens d'investir dans un général qui va potentiellement être ban, dans ce cas là faites-vous plaisir parce que c'est pas sûr que ce soit là pendant longtemps, soit pour vous c'est galère d'investir dans un bleu-vert Elf Ball, et du coup dans ce cas là je vous conseille pas de partir dessus parce que franchement je pense qu'elle va pas faire long feu. Je l'ai vu jouer sur Cocatrix, j'en ai discuté avec des gens etc, c'est d'une violence juste voilà, c'est violent. Ensuite, deux petites cartes en grûle qui font surtout parler d'elle auprès des joueurs de standard, mais du coup on va pouvoir voir si en Duel Commander c'est intéressant. La première c'est Grûle Spellbreaker, pour un incolore, un rouge, un vert, c'est une 3-3 Riot, donc quand elle arrive en jeu j'ai le choix, soit je lui mets un marqueur +1/+1, soit je lui file la célérité. Elle a le piétinement, et tant que c'est notre tour, nous et lui, on l'exproof. Donc il peut pas être la cible de sort ou de capacité contrôlée par les adversaires. Et le Gobelin Zurta ensuite c'est pour un rouge, un vert, une 2-2 émeute elle aussi, donc Riot. Donc pareil, quand elle arrive en jeu, je file un +1/+1 ou célérité. Et en fait, le souci c'est que vous vous dites, ok, il y a quoi comme rouge vert aggro dans le format, et le plus joué c'est Saskia, le plus performant c'est Saskia. Et Saskia s'en fiche de ça en fait. C'est-à-dire que le Gobelin Zurta, c'est une vanilla en fait, c'est juste une 3-3 pour 2, ou une 2-2 célérité pour 2, donc c'est pas fou en fait quand tu peux déjà jouer des loot guard etc. et que tu les joues pas. Et le Grûle Spellbreaker au final c'est soit pour 3 une 4-4, soit pour 3 une 3-3 célérité, mais la protection au final est assez peu souvent pertinente. Après voilà, ça permet toujours par exemple contre mono rouge d'éviter encore plus qu'il fasse la course à coup de blast. C'est pas totalement nul, mais je trouve que c'est assez limité en fait comme cas d'usage, qu'il y a assez peu de situations où sa capacité va être pertinente. Du coup, les cartes me paraissent pas du tout folles dans Saskia, où on peut déjà jouer des bien meilleures cartes. Par contre, encore une fois, c'est dans un radar ou un jeu moins coloré, avec moins de choix de bonnes créatures, où là ce serait assez intéressant je pense, parce que bah, ça fait quand même deux créatures très solides dans les couleurs. Donc voilà. Ensuite, Teysa Karlov. Ah, alors elle a fait couler de l'encre en multijoueur, et en multijoueur ça va être formidable. Teysa Karlov, c'est pour 2 incolores, un blanc, un noir, une 2-4. Et quand une créature qui meurt devrait déclencher en fait une capacité d'un permanent qu'on contrôle, à la place elle le déclenche 2 fois. Et ensuite les tokens de créatures qu'on a ont la vigilance et le lien de vie. Alors, du coup là il y a deux approches qui sont d'essayer de jouer sur les capacités de mort en fait des créatures, soit de jouer sur des tokens. Mais token en fait, ajouter vigilance, lien de vie, ça change pas énormément de choses quand même, il faut l'avouer. Et ensuite les capacités de mort, du coup en fait stacker des capacités de mort, c'est plutôt un truc qu'on fait en multijoueur en fait avec des pactes de la tombe etc. Et bah, au final en fait en 1v1 il n'y a pas 1 milliard de capacités en fait de mort qui vont être vraiment pertinentes. Et du coup j'ai peur qu'elles tiennent pas la comparaison en 1v1 par rapport ne serait-ce qu'à Teysa en fait, qui a déjà été joué par des gens comme Moondust etc. Et qui permet des par combos, des one shot, des bons contrôles,
qui a une capacité qui met un certain nombre de petites créatures 1-1 vol esprit qui vont quand même pouvoir permettre d'agresser, qui a une capacité qui permet de tuer des créatures, qui peut faire pas mal de choses en fait, sans jouer des mauvaises cartes. Et là j'ai peur que Teysa nous force à jouer des mauvaises cartes. Et si on part sur un blanc-noir contrôle un peu plus lent, ben pourquoi est-ce qu'on jouerait pas directement Obzedat à la limite? Parce qu'Obzedat c'est pour 5, une 5-5, elle arrive en jeu, elle vole 2 points de vie. Au début de notre étape de fin on la retire. Au début de notre tour, elle va revenir avec la célérité, revoler 2 points de vie et attaquer à 5. C'est-à-dire que rien qu'au tour suivant, elle a collé 9 potentiellement. Donc c'est le genre de créature qui peut vraiment mettre la pression. Donc dans un contrôle, c'est un kill qui est pas inintéressant. Donc voilà, Teysa, faut encore voir parce que bien sûr il y a énormément d'effets et de combos potentiels peut-être à trouver. Donc voilà, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais là comme ça, je la vois très bien en multijoueur et pas folle en duel commander. Ensuite Lavinia c'est pareil, j'ai pas mal de joueurs qui m'en ont parlé et j'ai vu des trucs sur Magicville là-dessus. Donc c'est pour un bleu, un blanc, une 2-2 qui dit que les adversaires ne peuvent pas jouer de sorts non créatures avec un concours de mana supérieur au nombre de terrains qu'ils contrôlent. Et quand un adversaire joue un sort, si aucun mana n'a été dépensé pour jouer ce sort, on le contre. Alors déjà la première chose c'est que ça fait one card combo avec Sauveur de connaissance, donc un petit peu comme Teferi. Sauveur de connaissance c'est à chaque fois que je joue un sort, qu'un joueur joue un sort, il va le remplacer en fait, il va l'exiler et lancer un autre sort à la place, en gros. Et vu que ce deuxième sort il paye pas mana pour le jouer, ben Lavinia va le contrer. Et vu que Lavinia dit seulement adversaire, ben à partir du moment où on a Lavinia et Sauveur de connaissance en jeu, on devient le seul à pouvoir jouer des sorts, son adversaire ne peut plus en jouer. Donc ça c'est pas mal déjà. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le format, ça va bloquer en fait tout ce qui est high tide, en fait les débats rapides high tide on va dire. C'est-à-dire que dans mon Teferi par exemple, je vais pouvoir jouer, essayer de partir en fait assez rapidement, poser Teferi tour 4 avec high tide. Et bah là je vais pas pouvoir parce que Teferi coûte 6 et j'ai que 4 landes. Il va falloir que j'attende d'avoir 6 landes, donc ça me ralentit, ce qui est pas inintéressant en fait en général qui me ralentit. Potentiellement ça peut aussi ralentir un Gitrog aussi. Ou empêcher des sorts gratuits de Yuriko par exemple. Donc ça peut avoir quelques moments comme ça où c'est assez pertinent. Pareil, Yuriko joue les créatures dont j'ai totalement zappé le nom. Mais avec, je crois que c'est l'éminence. Donc on va chercher ça tout de suite. Hop. Parce que donc je vous retrouve ça, histoire de pas dire de bêtises. C'est l'émergence, pardon, voilà. Yuriko joue les créatures avec l'émergence qui vont en fait coûter plus. Après je crois que c'est voilà, c'est ça, c'est tous les sorts. On peut pas... Non c'est ça, c'est non créature quand on a un nombre de... Enfin quand ça... pour l'effet qui est que ça ne peut pas coûter plus que ton nombre de landes. Donc là l'émergence ça va pas marcher. Mais voilà, il y a quelques petites situations contre des jeux en fait qui sont tier 1 où c'est pas inintéressant d'avoir Lavinia. Le souci en fait c'est, imaginons voilà, vous jouez contre Karizev, Saska, Isamaru, n'importe quoi du genre. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben ça va être un joli chevalier errant. Voilà, ça va être une 2-2 pour 2 qui ne fait absolument rien tant que vous n'avez pas votre sauveur de la connaissance. Après, sauveur de connaissance, ce qui est assez intéressant c'est qu'en bleu-blanc on a Enlightened Tutor, on a Fabrication, on a un certain nombre de tuteurs en fait pour le trouver. Donc ça peut rester un bleu-blanc contrôle avec un plan combo qui est relativement cool. Mais en fait à partir du moment où on a un général qui coûte pas cher et qui ralentit l'adversaire, on pourrait se dire bah je veux peut-être plutôt le jouer tempo. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué, c'est que si je joue tempo, je suis pas en train de faire des tutos pour mon sauvevoir et de préparer des contres pour le passer. Je suis pas certain de son impact sur le metagame et du build qu'on peut trouver. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont tenter un build metagamé en fait de la Lavinia pour essayer de prendre l'avantage. Donc on verra. Là comme ça je suis pas convaincu, mais il y a des gens qui ont l'air de l'être, donc on verra. Et voilà, c'était la dernière carte que j'ai relevée dans mon tour des cartes de Ravnica Legion pour le Duel Commander. Si vous en avez relevé d'autres qui vous paraissent pertinentes, surtout n'hésitez pas et on pourra en discuter. Voilà, vous me mettez un petit commentaire et comme d'habitude en fait à chaque fois j'essaie de vraiment faire l'effort de venir regarder tout ce que vous dites et répondre à tous vos commentaires
Et il y a régulièrement des discussions assez intéressantes, des points qui sont relevés, qui sont vachement cool. Et c'est aussi vraiment pour ça que je me fais plaisir et je lis à chaque fois vos commentaires. Il y a pas mal de choses qui sont cool. Donc n'hésitez pas en fait à partager ce que vous en pensez. Ça c'était l'analyse pour le Dual Commander. Mais je vais aussi faire en fait une analyse pour le Commander multijoueur ensuite. Qui sera dans une autre vidéo. Cette fois j'ai séparé les deux. Et voilà, en fait c'est tout. Je vais écouter vos feedbacks. Et on va pouvoir se retrouver bientôt pour la prochaine analyse. Et sur ce, merci et à ciao.